prochaine question est faite par Georges Mention qui va nous dresser un panorama de la chirurgie hépatique dans les glucosémiolaires. Et c'est un panorama très large, c'est beaucoup de choses. Merci Dominique, je vais essayer d'être bref, mais simplement, là je voulais vous montrer sur la planisphère que la maladie est largement étendue au-delà de Besançon, même si dans l'est de la France, on a un rôle assez important. Alors ça c'est pour vous montrer ce que Dominique vous a montré, c'est-à-dire que la maladie elle ne reste pas confinée dans l'est, mais qu'à notre avis, elle progresse vers l'ouest, avec des cas de plus en plus fréquemment rapportés à notre centre collaborateur pour demande d'avis de manière de plus en plus régulière. Ce qui montre qu'elle est connue. Alors, cette maladie, elle est considérée comme négligée pour tout un tas de raisons par l'OMS. Par l'OMS d'ailleurs elle-même, elle est négligée. Pourquoi? Parce qu'elle ne suscite pas de grand engouement de la part de l'industrie et donc elle est un peu livrée à elle-même. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est considérée, je pense que vous l'avez compris maintenant, comme un cancer à développement lent qui va détruire progressivement le parenchyme hépatique, puis les structures vasculaires et biliaires de plus en plus gros volume, et que ça va entraîner progressivement la mort du patient dans une moyenne de durée d'évolution de 10 ans. Elle était d'ailleurs considérée dans ce papier sorti des Annales de Annals of Surgery en 1980 par Mosiman comme une maladie non curable. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur les spécimens, les pièces que je vous ai montrées, qui sont des pièces plutôt autopsiques ou de transplantation pour celles-ci, qu'on comprend que ça puisse être incurable à ce stade. En fait, des progrès ont été faits au cours des 30 dernières années. J'ai essayé d'en faire la synthèse. Premièrement, un diagnostic plus précoce. Actuellement, ça a déjà été évoqué par Eric. Un tiers des cas sont des lésions dépistées, soit par le radiologue, soit par le chirurgien qui voit une calcification blanchâtre en réalisant par exemple une cholécystectomie. La chirurgie hépatique a bien évolué et on peut faire une chirurgie radicale, c'est-à-dire qu'il va guérir le malade dans 30 à 40% des cas, comme ça a été dit par Dominique. Les procédures mini-invasives, on en a déjà parlé avec le radiologue, vous en verrez encore d'autres exemples par le gastro-entérologue interventionnel, sont maintenant assez fréquemment réalisées. La transplantation hépatique est apparue comme une arme importante dans les années 85-90, époque où la chirurgie palliative, qui avait des objectifs assez limités de s'attaquer aux complications, était largement développée. On verra tout à l'heure que maintenant elle a une place quasi réduite, sinon nulle. Enfin, l'élément important à considérer, ça a été dit également, c'est le traitement parasitostatique par le benzimidazole, qui est conseillé dans tous les cas, qui n'est pas complètement efficace, qui est proposé à vie pour les patients qui n'ont pas pu être opérés, ou pendant 2 ans pour ceux qui ont une chirurgie radicale. Alors, on a considéré qu'on avait affaire à une maladie qui était comme un cancer. Donc on va beaucoup parler du traitement comme s'il s'agissait d'un cancer. C'est pour ça que je vous parle de la chirurgie R0, c'est-à-dire la chirurgie avec une marge de sécurité. C'est devenu le gold standard pour espérer guérir les patients. En fait, c'est important de refaire un petit retour sur cette classification PNM, qui a été copiée sur la classification des cancers, TNM. On a simplement mis le P pour la distinguer parce qu'on a affaire à des parasites. Alors, ça, c'est à partir d'une série de 350 malades du registre national qui a été publié en 2011 et qui permet de voir un petit peu ce qu'il en est de cette atteinte parasitaire. Alors, les cas P1, P2, c'est des maladies qui sont localisées au foie, avec une atteinte hépatique isolée, plus ou moins périphérique. Vous voyez que c'est 42% des cas quand même à l'heure actuelle. Les P3, P4, une atteinte hépatique unie ou bilatérale, mais avec une extension pédiculaire plus ou moins importante, c'est pratiquement un tiers des cas. N, on ne parle pas des ganglions ici, ça concerne l'atteinte localement avancée dans 18% des cas. Atteinte localement avancée quand il y a une atteinte de la veine cave inférieure, je vous en montrerai un exemple. L'atteinte du diaphragme qui est très fréquente, l'atteinte de la surrénale, on peut parler aussi du duodénopancréas si on veut. Et puis les métastases, c'est l'atteinte extrahépatique qu'on rencontre dans 11% des cas. C'est important de noter que dans 95% des cas,
cette maladie se manifeste par une atteinte hépatique, mais qui n'est pas toujours isolée. Et qu'on a quand même quelques cas où il n'y a pas d'atteinte hépatique. Ça représente 5% des cas de notre série. Donc s'agissant d'une chirurgie comme pour un cancer, dirons-nous, et qui se veut radicale, eh bien c'est important de parler de la marge de sécurité. Alors actuellement, l'unanimité n'est pas faite parce qu'évidemment les séries chirurgicales ne sont pas très importantes, entre le fait de savoir s'il faut une marge de 2 cm en périphérie de l'exérèse ou de 1 mm. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer en zone saine pour avoir une prétention curative. Le curage ganglionnaire, sa nécessité, elle est classique dans la pathologie néoplasique. Elle a été évoquée en matière d'échinococose alvéolaire par une équipe allemande. En fait, dans la pratique, nous n'avons pas découvert d'infiltration ganglionnaire en dehors des infiltrations qui correspondent à des atteintes globales de tout le pédicule hépatique. Et donc, il ne nous paraît pas important de la recommander. Lorsqu'on fait cette chirurgie, et à l'inverse de ce qui a été évoqué pour l'échinococose kystique, il n'y a pas besoin de se protéger le champ opératoire avec des agents scolicides. Il n'y a pas de risque de dissémination. On a affaire à des tumeurs qui sont assez solides. L'albendazole est conseillé en pré- et en post-opératoire. Et puis, le suivi morphologique et sérologique est de règle, car, on vous l'a dit déjà, les risques de récidive, y compris très à distance, 10-15 ans, sont réels, même s'ils sont relativement limités et reliés au type de chirurgie qui a pu être faite. Alors, pour essayer de faire une synthèse de l'approche chirurgicale, de manière peut-être un peu artificielle, on va distinguer d'abord les gens qui ont des résections radicales dans le cadre des lésions P1 et P2, c'est-à-dire des lésions qui sont plutôt en périphérie du foie. Ça représente 60% des indications. Et vous avez ici un exemple de lésion assez typique, avec une grosse lésion ici à la partie postéro-droite du foie. Notez quand même, si c'était pas évident, qu'il y a une autre lésion de l'autre côté, et vous avez ici les deux pièces opératoires, avec ici la pièce de résection hépatique droite, et puis la pointe du lobe gauche ici. 50% de ces petites lésions ou moyennes lésions correspondent aux lésions dépistées, soit par échographie, soit par chirurgie. Dans ces cas-là, en principe, on peut avoir une résection R0 dans quasiment tous les cas. La récidive à 10 ans, dans notre expérience et dans celle d'autres groupes également engagés dans cette chirurgie, elle est de 0%. Pour les lésions plus petites, comme celle que vous voyez ici, qualifiée de lésion abortive, c'est-à-dire avec simplement une sérologie positive mais une lésion qui ne bouge pas, eh bien, on ne propose pas de traitement, ni même de surveillance. Dominique Buton pourra peut-être vous en parler sûrement mieux que moi tout à l'heure. Pour les lésions centrales, qui sont comme celle-ci, au centre du parenchyme et qui risquent de nécessiter une chirurgie peut-être un peu trop lourde par rapport au développement de la lésion, on peut envisager un traitement médical avec un suivi, peut-être discuter de la radiofréquence, Eric Delabrousse pourra nous en parler. En tout cas, il y a déjà quelques expériences qui ont été faites avec des suivis encore trop courts pour être formels quant à cette indication. Pour les lésions un petit peu plus avancées, P3, P4, c'est-à-dire atteinte d'une partie parenchymateuse avec une extension au niveau du pédicule, extension qui d'ailleurs n'est pas toujours évidente, eh bien, on a souvent des complications. Donc ces patients-là, ils ont besoin d'avoir un traitement actif. Alors, vous avez ici une lésion qui caractérise ce type de situation. Là, on a une lésion qui est assez périphérique, mais qui se développe vers le centre. L'atteinte pédiculaire n'est pas évidente sur la morphologie, mais elle apparaît ici de manière indirecte en voyant la dilatation de l'arbre biliaire gauche. Ce patient-là, il a une atteinte hépatique droite avec une extension au minimum dans la convergence biliaire. Vous avez ici ce que ça donne en intra-opératoire avec la vision donc, de la lésion en superficie, blanchâtre, et puis ici la pièce d'hépatectomie droite élargie avec l'ouverture de la cavité nécrotique. Ça, ce n'est pas du parasite, c'est de la nécrose. Nécrose qui a été induite par l'envahissement d'un gros tronc vasculaire. Et ça, c'est un écoulement biliaire affecté. Donc, pour ces patients, il faut faire des hépatectomies plus importantes que dans le groupe P1 et P2, vous l'avez compris, avec, en fonction de l'extension, c'est-à-dire du N,
une résection, une extension additionnelle qui va être soit à la voie biliaire principale, dans 90% des cas, ou à la veine porte, avec des reconstructions portales comme si on avait affaire à un cholangiocarcinome, ou à la veine cave inférieure, et au diaphragme de manière assez fréquente. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas de risque d'insuffisance hépatique post-opératoire. Pourquoi? Parce que souvent, il y a une infiltration concomitante de la voie biliaire et de la veine porte, du côté de la lésion, du côté de la lésion du foie le plus atteint, qui fait qu'on a une hypertrophie compensatrice de l'autre côté, si bien qu'il n'y a jamais de risque d'infection, d'insuffisance hépatique post-opératoire, ce qui est un élément important dans la prise en charge de ces patients. Pour ces patients qui font l'objet d'une résection plus agressive, le risque de mortalité il est un peu plus élevé que dans la chirurgie précédente et il se base à peu près sur ce qu'on attend dans la chirurgie complexe, c'est-à-dire de 1 à 4%, mais avec un risque de récidive à 10 ans de l'ordre de 15% qui justifie une surveillance au long cours également. Alors là, c'est un autre exemple qui vous montre ce que c'est qu'une atteinte de la convergence biliaire. Vous voyez que ça représente tout à fait ici un Klatskin de type 1 avec une lésion intra-parenchymateuse. Voilà, ici c'est un autre aspect de la lésion avec une atteinte qui était plutôt développée à gauche. Ici c'est la tranche de section de la partie hépatique restante qui correspondait en fait au segment postéro-droit, c'est-à-dire 6 et 7. Avec la dissection de la veine porte, on voit la veine cave ici au-dessus, et puis ici c'est la pièce opératoire ouverte avec la lésion parasitaire ici, et puis la lésion nécrotique de bile infectée au centre. Ici c'est un autre exemple de résection radicale avec une reconstruction cave pour une lésion très postérieure ici, avec une disparition complète de la veine cave qui a fait l'objet d'une hépatectomie droite, avec une reconstruction de la veine cave, vous voyez ici sur la pièce, avant que la pièce soit retirée, ici la veine cave sur l'abouchement dans le cœur, et puis l'interruption au niveau des veines rénales, et ici c'est la reconstruction par une prothèse après l'exérèse, et puis le foie avec l'hypertrophie classique quelques semaines après l'opération. Alors, tout ça, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, mais évidemment, la maladie peut se développer de manière plus importante ou présenter des complications non accessibles, et ça nous a amené à considérer, avec d'autres, en particulier l'équipe de Cochin, à proposer des transplantations hépatiques au tout début du développement des greffes dans les années 86, avec beaucoup de malades qui sont encore vivants, plus de 30 ans plus tard. Et c'est ce que nous avions publié dans Hepatology en 1991 ou 12, avec toute l'équipe ici, à propos de 17 cas. Et c'est ce qui a amené Stéphane Koch, également ici présent et représentant la gastro-entérologie interventionnelle, à rechercher quelle était l'expérience européenne à propos de 45 cas identifiés à ce moment-là. Alors, les indications à partir de cette recherche européenne élargie aux cas plus récemment publiés, eh bien, l'indication c'était les grosses tumeurs comme celle que je vous ai montrée sur ma deuxième diapositive. On ne peut pas faire de résection partielle dans ce cas-là. Les angiocolites en rapport avec une atteinte biliaire et des calculs de manière disséminée dans tout l'arbre biliaire, avec des angiocolites à répétition qui vont finir par menacer la vie du patient, sinon le tuer, des cirrhoses biliaires secondaires, ou, comme dans ce cas-là, une tumeur développée au niveau de la convergence sus-hépatique, avec un gros syndrome de Budd-Chiari, et parfois la nécessité d'une résection d'une partie de l'oreillette droite. Voilà l'expérience que nous avions pour cette transplantation hépatique. Alors, en fait, pour tout un tas de raisons, les indications et les recommandations pour les indications sont maintenant relativement claires. On peut poser cette indication de transplantation s'il n'y a pas de possibilité de résection radicale partielle possible, s'il n'y a pas de lésion extra-hépatique, s'il y a des angiocolites à répétition non contrôlées, le syndrome de Budd-Chiari, que le patient accepte l'idée d'un traitement d'albendazole à vie,
envisager une immunosuppression réduite et puis surtout essayer maintenant avec le score foie qui est développé en France, essayer d'obtenir une dérogation pour pouvoir greffer le patient dans des délais corrects. Malgré toutes ces réserves et ces remarques, voilà la courbe de survie de nos patients, avec au départ, c'était des patients qui avaient été souvent opérés plusieurs fois. Le premier malade, je crois qu'il avait été opéré 17 fois. Alors évidemment, une casse initiale assez importante, mais vous voyez, pour une maladie qui est assimilée à un cancer, des résultats à 10 ans qui sont tout à fait satisfaisants. Alors, à côté de ça, ben, la chirurgie non radicale, c'est-à-dire ce qu'on appelait la chirurgie palliative, quelle est sa place? Alors, il y a plusieurs cas à considérer. D'abord, la résection R2, c'est-à-dire le débulking, on va essayer d'enlever tout ce qu'on peut. Dans les séries historiques, 33% des cas, c'est une intervention qui avait été décrite par les équipes russes au départ et qui envisageait, comme dans ce cas-là, vous voyez, grosse lésion ici, de faire une sorte de résection du dôme saillant en acceptant l'idée d'abandonner la croûte parasitaire au niveau de la tranche de section. En fait, la complication spécifique de ces lésions, c'est des fistules biliaires externes qui vont empoisonner la vie du malade et qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte. Actuellement, les indications de résection non totale sont très limitées, certainement moins de 5% des cas. Elles peuvent s'envisager si on a une infection persistante chronique au niveau de cette cavité, que les radiologues sont capables de drainer, mais qui va récidiver. L'infection va récidiver sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle est entretenue par la fistule biliaire. Et c'est donc s'il y a échec des procédures non invasives. Pour les autres interventions, kystogéjunostomie, hépatogéjunostomie, la parotomie exploratrice, tout ça, ça a pratiquement disparu. Et on va plutôt envisager une approche mini-invasive. Vous allez en voir quelques exemples bientôt. Alors, il y a des nouveaux challenges, bien sûr. La chirurgie évolue et vous avez eu l'occasion d'avoir une présentation à ce sujet. C'est l'autotransplantation du foie. Alors, l'autotransplantation du foie, avec Dominique, toute l'équipe, on l'avait imaginé, on avait envie de la faire. Et en fait, on en avait envie. Et en fait, ce sont nos amis chinois qui l'ont fait parce qu'ils ont beaucoup plus de patients. Et ils ont plus d'occasion de discuter de ça. De quoi il s'agit? Il s'agit de faire une hépatectomie totale. On enlève tout, le foie sain, le foie pathologique. Et on va faire, comme avait proposé Pickelmeyer pour les cholangiocarcinomes dans les années 80, on va faire une dissection sur la table et enlever ce qui est parasitaire de ce qui est normal. Et puis après, on va faire une autotransplantation, remettre en place le parenchyme hépatique sain. Avec l'avantage par rapport à la transplantation hépatique, c'est déjà de ne pas prendre un greffon pour l'ensemble des receveurs qui sont en attente, et puis surtout de ne pas avoir besoin de traitement immunosuppresseur, c'est le gros avantage. Donc cette technique avait été bien présentée par le professeur Wenau, notre élève, en janvier 2015, et il m'a prêté là quelques diapositives pour vous rafraîchir la mémoire à propos de ces premiers cas. Maintenant, il y en a plus de 35. Voilà, ici, une grosse lésion. Après, donc, il y a des schémas qui montrent que, en fait, l'élément important, c'est l'indication. C'est quand il y a un envahissement de la convergence sus-hépatique qui touche les 3 veines sus-hépatiques. Mais il faut quand même qu'il y ait une veine hépatique, en particulier la gauche, qui puisse être accessible pour faire la revascularisation. Il faut bien entendu qu'il y ait aussi un segment de veine porte qui irrigue le morceau de foie qu'on va réimplanter et une artère. Donc là, c'est le foie qui a été retiré avec tous les schémas que vous imaginez. Pendant la période où le foie a été retiré, et pour que ça soit possible, on va maintenir la circulation par une greffe qui remplace la veine cave, et on va rebrancher la veine porte dans ce système, si bien que le patient peut attendre, ou la patiente peut attendre quelques heures que le travail soit fait sur la back table de séparation entre le foie parasitaire et le foie qu'on va réimplanter, et ça permet de prendre son temps pour retrouver les structures vasculaires correctes qui sont malheureusement souvent, malgré tout, de petit calibre, et c'est ça qui conditionne la réussite
de l'opération. Alors voilà ici ce que ça donne avec le retrait du foie pathologique. C'est un autre exemple que vous avez là. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Ici, c'est la réimplantation donc, du foie, du lobe gauche que vous avez ici, qui est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, souvent hypertrophié, ici, avec l'implantation de la veine hépatique gauche, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une greffe veineuse dans la veine cave, qui n'est pas forcément reconstituée, car souvent elle va se boucher, et puis après l'implantation de l'artère et de la veine, et l'anse montée sur le canal biliaire qui a été isolé. Et là, donc c'est le contrôle post-opératoire, juste une illustration pour vous montrer que le PET scan a un intérêt dans ces cas aussi, avec la lésion ici qui fixe en périphérie, puisque au centre c'est de la nécrose, et puis ici c'est le foie qui a été autotransplanté, ça c'est la loge d'hépatectomie, et vous voyez qu'il n'y a plus de parasite qui fixe au niveau du parenchyme. Alors les résultats de ce traitement chirurgical tel que je vous l'ai développé, quand on s'adresse à la chirurgie curative, ça c'est la diapositive tirée de l'expérience du groupe de Zurich, publiée par Clavien. Alors la chirurgie curative, vous voyez qu'on a pratiquement 100% de survie, comme je vous l'ai indiqué, sans récidive. Le traitement médical, le traitement semble être incomplet au bout de 10 ans d'évolution, avec un échappement et des décès des patients. Pour le débulking, la courbe bleue en pointillé suit un petit peu le même chemin. Alors, la prise en charge de tout ça, c'est-à-dire la prise en charge par l'interventionnel, endoscopie, radiologie, la chirurgie, le traitement médical, eh bien, ça entraîne quoi? Ça entraîne une amélioration du pronostic par rapport à mes premières diapositives, puisque là, c'est Paul Togerson qui a montré que dans les années 75, l'espérance de vie, voilà ça en noir, c'est l'espérance de vie, la courbe solide, ce sont les femmes, la courbe en pointillé noir, ce sont les hommes. En 75, avec une échinococose alvéolaire, ben voilà l'espérance de vie moyenne, vous voyez qu'elle était abaissée de plus de 20 ans, qu'on soit un homme ou une femme. Et maintenant, avec la prise en charge, en particulier l'introduction du traitement médical, mais aussi des autres thérapeutiques, l'espérance de vie des patients atteints d'échinococose a quasiment rejoint l'espérance de vie de la population normale. Alors ma conclusion, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, il y a des points qu'il faut noter, c'est que toute lésion dépistée, même si elle est petite, doit être traitée pour éviter une catastrophe à 10 ans où le malade sera inopérable. La chirurgie, c'est le traitement qui a vraiment fait la preuve de sa valeur curative à l'heure actuelle, mais avec une surveillance au long cours. Et enfin, un élément qui n'a pas été évoqué ici, c'est que le traitement de l'atteinte hépatique réalise la prophylaxie des autres localisations. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Georges, pour ce très très beau panorama de maladie passionnant pour les chirurgiens. Avez-vous des questions? Philippe. Merci infiniment, c'est une expérience absolument unique, une présentation magnifique. La question à nouveau, c'est celle d'un chirurgien pédiatre, et particulièrement la possibilité de l'autotransplantation, de la suppression de l'immunosuppression, c'est assez considérable comme avantage chez un enfant. Alors, où est-ce que ça en est aujourd'hui de cette autotransplantation? Est-ce qu'elle fait un chemin récent? Est-ce qu'il y a un nombre de cas important? Quel est le pourcentage? Et particulièrement, comment est-on sûr que l'autotransplantation est indemne de lésions utérines? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. En fait, actuellement, cette technique, elle est surtout développée dans le secteur du Xinjiang, dans la ville de Urumqi, parce que c'est une zone de très forte endémie, avec des cas chez les jeunes en particulier. Et c'est dans la série qui a été présentée ici en janvier 2015, c'est vraiment chez les jeunes qu'on a les meilleurs résultats, parce que c'est eux qui tolèrent le mieux l'intervention. C'est quand même une grosse intervention, l'autotransplantation. Et donc, c'est là où les résultats sont excellents. Le développement en Europe, pour l'instant, il n'est encore pas très important, pour la raison que, premièrement, l'opération de Pittelmeier, c'est-à-dire l'autotransplantation, qui s'est développée dans les années 90 pour des tumeurs malignes, elle est quasiment abandonnée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une récidive dans les moins de 6 mois. Pourquoi? C'était des grosses tumeurs malignes, à potentiel évolutif, une récidive. Donc ça fait 15-16 heures d'opération.
Vous voyez un film. Donc maintenant, la technique s'est un peu perdue, mais elle demande qu'à se redévelopper parce qu'elle est très bien faite par les collègues. Le deuxième point, c'était par rapport à La garantie d'indemnité. la garantie. D'indemnité sur le foie restant. Voilà, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. La garantie, elle est premièrement sur la qualité d'exérèse, R0, c'est-à-dire d'avoir une marge. La deuxième garantie, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de lésions macroscopiques qui apparaissent sous forme de calcification. Mais en général, la maladie, je pense que Dominique sera d'accord, ce n'est pas une maladie qui va atteindre le foie de manière diffuse. Elle va se focaliser à un endroit ou plusieurs endroits. Mais on peut être amené dans des hépatectomies partielles, y compris des hépatectomies extrêmes comme celle-là, à faire plusieurs hépatectomies micro-hépatectomies et nucléorésection de lésions dans des morceaux de lobe restants comme ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le traitement albendazole post-opératoire suit les mêmes règles que pour la résection hépatique standard, c'est-à-dire 2 ans de traitement après l'ex vivo. Voilà. Mais il est sûr que les indications, elles sont. Mais donc il y a 15 cas qui sont publiés, qui sont officiellement publiés dans une bonne revue, je ne sais plus laquelle, Journal de chirurgie internationale, et puis ils en sont à une quarantaine, puisque la dernière fois que tu étais là, tu as dû participer à la 35e. Oui, chaque fois qu'on y va, il y en a une. Mais c'est peu par rapport au nombre de cas, car, comme le disait Dominique, quand on va dans un village ou quand on va dans un hôpital, même universitaire comme à Sydney, on a des camions de famille qui viennent, et il faudrait tous leur faire ça. Donc il y a besoin de plus de bras, de plus de technicité, de plus de technologie, et puis surtout de plus de cash, parce que en Chine, malheureusement, l'accès à l'hôpital est lié au fait de pouvoir payer. C'est exactement comme ça n'a rien à voir avec notre système. Pour l'échinococose, il y a un forfait qui est donné par le gouvernement. Ça fait partie des maladies spéciales, avec un forfait qui est alloué à l'équipe chirurgicale pour les centres référents. Pour les centres référents. Quelque chose qu'on n'a encore pas fait ici. Moi, je voudrais revenir, Georges, sur la question chirurgie de l'échinococose et chirurgie du cancer. Parce qu'il y a quand même, quand j'ai vu la courbe sur les transplantations hépatiques, et puis cette dernière phrase qui dit finalement l'atteinte hépatique réalise la prophylaxie des autres localisations, les malades de ta courbe de transplantation hépatique plus exactement, puisqu'on a une survie, je crois, à 10 ans de 50%. Donc en fait, ils meurent de transplantation et pas de la maladie. C'est ça qu'il faudrait que tu nous précises. Parce que vous n'avez pas, chez vos patients, quand ils ont été traités correctement, de métastases à l'inverse de ce qui se passe pour le cancer. Donc on doit en fait être... C'est pas très clair, je trouve, parce qu'on doit en fait être R0 sur le plan chirurgical. Est-ce que si on est vraiment R0, on n'a pas de... Parce que finalement, on parle en ce moment de cellules circulantes, et j'allais me retourner là aussi vers les immunologistes et tout. Est-ce qu'il y a des éléments circulants dans l'échinococose quand on opère qui risquent de faire que cette maladie ait des métastases à long cours, ou est-ce qu'il meurt vraiment en fait de problèmes de transplantation? Je trouve que c'est très important de répondre à cette question. Alors, je n'ai pas développé plus la transplantation hépatique, parce que là, on pourrait en parler pendant un moment. On a beaucoup publié dessus, et à l'Académie même, on a eu l'occasion de présenter les résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui ont présenté des récidives, ce qui explique la mortalité. Les décès initiaux, c'est des décès qui sont liés à la technique elle-même, à la transplantation, et qui sont liés au fait que nous étions les pionniers de la transplantation dans les années 86. Donc on ne faisait pas du tout comme maintenant on fait. Donc il y avait plus de mortalité ajoutée. Quant au problème des cellules circulantes, des parasites circulants, bien sûr, c'est comme ça qu'on a pu expliquer ce que vous a montré Dominique tout à l'heure. Le foie greffé, réinfesté, la rate qui était indemne, qui apparaît atteinte. Alors, est-ce qu'elle était atteinte avant et qu'on n'avait pas vu cette atteinte? C'est sûr qu'il y a toujours un risque par rapport à ça. C'est pour ça qu'on conseille le traitement médical dans tous les cas pendant au minimum 2 ans. Mais ça peut être prolongé si on voit qu'il y a une sérologie qui réascensionne. Donc ça, je ne vais pas montrer tout ça, mais c'est une de nos préoccupations. Et même, je voulais te dire, Dominique l'a peut-être pas évoqué, mais l'a mis dans son résumé. À un moment donné, quand on a vu les résultats, on s'est dit on va arrêter de faire des greffes de foie. Et en fait, un papier récent, ou relativement récent,
analysant les résultats à 20 ans, et greffés à 20 ans, en temps réel de 20 ans de suivi, ont montré que parmi les survivants, la moitié des patients présentaient une réinfestation, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, mais pas nécessairement dans le foie, mais qu'ils avaient exactement la même survie. Il faut quand même dire que ces patients, ils ont été opérés à un moment où leur maladie, leur vie était en danger. Ils ont tous été opérés en situation de danger. Donc on n'a pas de remords par rapport à ça, on avait simplement des inquiétudes par rapport à la poursuite de la prise en charge. C'est pour ça que les indications de transplantation sont maintenant réduites, j'ai mis moins de 5%, mais c'est vraiment moins de 5%, à des cas très particuliers. Et maintenant, je me dis, si on en fait 1 ou 2 par an, c'est le maximum. Mais c'est vrai que dans les pays où il y a plus de cas très avancés, c'est le cas de la Turquie, par exemple, les chirurgiens turcs ont publié des séries récemment. Le problème, c'est quand on a commencé l'activité de greffe, on avait aussi peur des interférences. De se souvenir quand même que c'était le début aussi bien de la greffe que d'échinococcose traités. Hein. Donc on avait très peur des interférences entre les immunosuppresseurs de l'époque et l'albendazole, et donc on n'a pas traité volontairement. Hein. Et aussitôt qu'on a vu apparaître les métastases fibrocystéales, les métastases bizarres et les récidives dans le rectum, on s'est mis à traiter par albendazole. Et dans le papier qu'on a publié en 2013, on a montré que ces gens qui avaient une très belle survie, malgré une récidive, c'était des gens qui avaient été très observants de leur albendazole et qui donc ont eu la maladie contenue grâce au traitement médical. Donc je pense que il n'y aurait pas d'obstacle pour les gens qui peuvent avoir de l'albendazole éventuellement à vivre de passer quand même par la transplantation quand c'est vraiment indiqué. Et c'est vrai qu'on trouve plus de cas petits maintenant et donc on est moins dans la situation de faire ça.